Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 24 mars 2022. Alors avant toute chose, il faudrait déjà signaler que ça fait 2 ans exactement, jour pour jour, que nous avons atteint le bottom du marché au milieu de la crise du Covid, enfin au début de la crise de la pandémie du Covid. Donc ça fait juste 2 ans aujourd'hui et le S&P 500 a quand même aujourd'hui, malgré ce qui se passe depuis 2 mois, fait une performance de 101%. Il faut quand même le signaler, c'est important. Et puis au-delà du S&P 500 qui a fait une performance de 101%, durant 24 mois, eh bien, on notera aussi Tesla qui a fait une performance de 1000% depuis la même date, au grand bonheur de monsieur Elon Musk. Alors oui, la performance des marchés a donc été spectaculaire pendant 2 ans. Vous avez le tableau des grandes performances de ces 24 derniers mois qui s'affiche devant vos yeux. Et les choses vont plutôt bien si on prend un petit peu de recul, mais c'est toujours une question de perception, puisqu'effectivement, dans les marchés financiers, c'est toujours sur combien de temps on regarde. Aujourd'hui, notre visibilité, elle est toujours extrêmement courte. Je le dis toujours, on a une mémoire de poisson rouge et on voit très près de nous. C'est vraiment du vol à vue en VFR. Et pas du tout au vol aux instruments. Pour l'instant, c'est du court-termiste. Mais si on regarde sur 2 ans, malgré tout ce qui s'est passé, eh bien, on s'en sort plutôt pas mal. Mais aujourd'hui, il est vrai que les préoccupations ont changé. On parle d'inflation, on parle de taux, on parle de guerre, on parle d'augmentation de taux, on parle de variation sur les augmentations des taux. Bref, on se pose beaucoup de questions. On parle également de l'inversion de la courbe des taux. Donc on est très préoccupé. Et puis pendant cette semaine qui vient de s'écouler, on a eu des très très belles performances. Et puis hier soir, eh bien, on a vécu un coup d'arrêt. Un coup d'arrêt parce que finalement, les craintes que l'on avait depuis quelques jours, donc cette espèce d'emballement à l'achat depuis la semaine dernière, depuis les annoncements de la Fed, depuis les prévisions, le plan de marche annoncé par monsieur Powell, eh bien, on voit que tout d'un coup, on est en train de marquer le pas. C'était presque un petit peu à prévoir. Alors, on reprend un petit peu les mêmes et on recommence. Hier, il y a eu 2 personnes de la Fed qui ont parlé. Madame Daly de la Fed de San Francisco et Madame Loretta Mester de la Fed de Cleveland, qui toutes deux ont dit qu'il fallait se préparer à voir dorénavant des hausses de taux plus importantes. En tout cas, déjà, tout le monde est en train d'intégrer gentiment dans ses prévisions, dans leur spreadsheet Excel, que d'ici la réunion de la Fed du mois de mai, eh bien, on va avoir une hausse de 0,5% et pas de 0,25% comme on nous a vendu un petit peu il y a 10 jours en arrière. Alors ça, c'est rigolo, parce que finalement, nous, on a besoin d'avoir ce côté câlinage, on vous entoure, on nous chauffe derrière, on nous pousse en avant, on nous rassure. Et c'est vraiment quelque chose qui a un peu déclenché ce mouvement d'achat ces derniers temps. C'est le fait qu'on savait où on allait, on en a assez parlé dans ces vidéos, on montrait vraiment dans quelle direction ça allait, puis tout d'un coup, et là on nous dit ouais, finalement c'est peut-être pas 0,25 par meeting, mais peut-être plutôt 0,5 le prochain, parce qu'il faut vraiment donner un coup de frein à cette inflation. Donc du coup on est de nouveau dans le doute, et quand on est de nouveau dans le doute, eh bien les marchés baissent. Alors si vous avez déjà les membres de la Fed qui viennent se montrer très méfiants sur les taux, et puis que derrière vous avez en plus le pétrole qui nous fait encore des siennes, eh bien forcément ça pose des problèmes. Alors le pétrole, eh bien globalement quand on regarde le graphique, ça c'est pas très très impressionnant. On voit qu'il continue à se comporter relativement bien. On traite autour des 112, 113, 114 dollars le baril, donc ça n'a pas vraiment beaucoup changé. Ce qui est en train de changer en revanche, c'est la perception. De nouveau, on a eu ce repli l'autre jour après les annonces de sanctions américaines. On s'est dit ok, c'est bon, on repasse en dessous des 100, mais là on a l'air de s'installer quand même de manière durable dans ce range, on va dire 105, 130 dollars pour l'instant. Et puis on a quand même globalement 2 ou 3 banques d'affaires, entre autres hier Citigroup qui était jusqu'à maintenant connu pour être plutôt prudent sur le baril, plutôt négatif par rapport au niveau où on est aujourd'hui, qui ont remonté carrément leurs objectifs de plus de 25%. Donc ils sont encore en dessous du niveau où on se trouve maintenant, mais le target a été remonté de 25%. Donc on voit qu'un peu les bearish
sont en train de tourner bullish sur le baril et c'est pas forcément rassurant. Alors vous avez ça, et puis vous avez aussi les chiffres qui viennent de Russie, les chiffres d'exportation qui sont en train de baisser au niveau du pétrole, donc forcément plus personne leur achète leur baril, donc forcément les prix sont en train le volume est en train de diminuer. Donc c'est pas très bon non plus. Et puis en plus de ça, eh bien hier on a Monsieur Poutine qui a inventé une nouvelle stratégie et on doit dire que c'est assez smart la manière dont il a fait les choses, puisqu'il a décidé que dorénavant les pays non amicaux qui voudraient acheter leur gaz ou leur pétrole devraient payer tout ça en roubles. Alors assez rigolo parce que c'est loin d'être bête. Finalement, vous obligez les pays occidentaux à acheter votre matériel, votre production en roubles. Et comme ces gens-là n'ont pas de roubles, qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Eh bien, ils doivent en acheter. Donc en achetant du rouble, eh bien, vous soutenez automatiquement la monnaie russe qui est un petit peu à l'inverse des sanctions qui ont été mises en place. En gros, ça s'appelle plus ou moins se tirer une balle dans le pied. Donc c'est assez malin parce que du coup, il dit vous voulez notre gaz, il n'y a pas de problème les gars, vous venez l'acheter en roubles, donc vous achetez du rouble, vous soutenez l'économie russe. Donc c'est plutôt intéressant pour lui et on le voit d'ailleurs carrément. Regardez le cours du rouble dollar ou du dollar rouble. Vous voyez l'explosion qu'on est en train de vivre depuis quelques heures. Parce que M. Poutine a fait ce truc, cette manipulation assez intelligente, il faut le reconnaître quand même, malgré tout. Alors bien sûr, ça ne reste pas sans impact, puisque derrière, une grande partie des politiciens européens sont en train de crier au scandale, parce que vous vous rendez compte, Poutine, il ne respecte pas les contrats qui ont été signés pour l'échange gaz contre euro ou gaz contre dollar. C'est un scandale, comment peut-on ne pas respecter un contrat ? Bon les gars, faut vous réveiller quand même, parce que vous êtes des politiciens, on est d'accord, on va pas trop vous en demander non plus, mais il faut quand même bien comprendre que le mec il est en train d'attaquer un pays, de bombarder un pays, de tuer plein de gens. Alors je crois que respecter un contrat commercial, c'est pas sa première priorité. Donc ça sert à rien d'imaginer envoyer la police municipale pour lui coller une amende parce qu'il a traversé en dehors des clous. Il va pas respecter vos contrats. Donc pour l'instant, la grande question c'est de savoir comment ça va se passer et comment les pays qui ont besoin aujourd'hui d'aller acheter le gaz russe vont faire pour pouvoir l'acheter. Donc ils vont être obligés d'acheter des roubles. Donc du coup, voici ce qui se passe un petit peu sur les roubles et ce qui continue à faire mousser la spéculation au niveau du baril. Il manquerait plus que les rebelles Houthis aient attaqué une raffinerie saoudienne. Donc forcément, quand vous regardez un petit peu l'environnement de marché et que vous avez la guerre qui continue et il n'y a pas vraiment d'accords de paix qui sont signés ou qui avancent ou qui ont l'air d'être prêts à être signés, que de l'autre côté, vous avez le pétrole qui continue d'être un truc assez problématique, que vous voyez que Poutine n'est pas forcément en train de se laisser faire parce qu'il cherche des moyens de renverser la tendance des sanctions qu'on est en train de lui coller, que de l'autre côté, vous avez Biden qui arrive aujourd'hui à Bruxelles pour discuter avec les dirigeants européens et pour annoncer des nouvelles sanctions face à la Russie. Eh bien, tout ça fait que le marché est relativement tendu. Donc hier, on a baissé un petit peu partout et partout un petit peu. Maintenant, après le nombre de journées de hausse qu'on a eu, on peut quand même se dire que c'est à peu près normal. Tout était suracheté, toutes les stochastiques étaient surachetées. Perso, ça fait 2 jours que je vous le dis, à un moment donné, ça va quand même finir par baisser. Eh bien voilà, c'est fait, ça a baissé. Maintenant, pour l'instant, les futurs sont relativement bien disposés, mais on voit qu'on a encore toujours les mêmes stress, toujours les mêmes préoccupations qui nous reviennent encore et encore. Au passage, puisqu'on parle de la Russie, il ne faudra pas oublier qu'à partir d'aujourd'hui, le marché, la bourse russe va réouvrir. Alors tout le monde est hyper tendu, hein. Juste depuis le début de l'invasion, quand ça a commencé à lâcher, elle a perdu 40%. Alors tout le monde se dit comment ça va se passer aujourd'hui ? Ou pression vendeuse, bah non, rassurez-vous, il risque pas d'avoir des pressions vendeuses puisque les shorts sont interdits, puisque les étrangers n'ont pas le droit de vendre, et puis je pense que les Russes sur place qui vont vouloir vendre le marché, je suis pas sûr qu'on les laisse faire non plus. Donc en gros, s'il n'y a pas de vendeurs, ça va être quand même très compliqué de voir le marché plonger beaucoup plus bas. Néanmoins, à noter qu'aujourd'hui, on va en reparler. Bon, il faut reconnaître que globalement, en général, la bourse russe, tout le monde s'en fout en temps normal. Alors aujourd'hui, tout le monde va regarder ça attentivement, mais franchement, il ne faut pas non plus s'attendre à des grosses surprises, semble-t-il, en tous les cas. Je voudrais encore vous parler et vous reparler de l'inversion de la courbe des taux. Non, parce que je vous l'ai dit, là, on en parle de plus en plus. Ce matin, il y a encore des articles qui apparaissent sur le sujet. Quand on regarde un petit peu l'historique de la courbe des taux, eh bien, si vous regardez cette histoire d'inversion de courbe des taux, c'est vraiment une préoccupation
qui stresse le marché. Alors ça stresse pas le marché tous les jours, c'est pas une préoccupation c'est pas un graphe qu'on regarde régulièrement en se disant bon, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur la courbe des taux, sur les courbes des taux, où on est le 2 ans, où on est le 10 ans. On les regarde régulièrement séparément, mais comme vous le savez, des fois on en parle et des fois on n'en parle pas. L'inversion, le fait de voir finalement le 2 ans passer en dessus, le rendement du 2 ans passer en dessus du rendement du 10 ans, est un stress qui est un signal de déclenchement de récession, ça on est tous d'accord. Donc il faut juste revenir 2 secondes sur le sujet parce qu'on en parle de plus en plus, donc je vais vous bassiner avec ça et maintenant on va dorénavant essayer de regarder tous les jours le spread, l'écart si on veut bien entre le rendement du 10 ans et le rendement du 2 ans. Alors pour l'instant, en temps normal, il doit être positif bien sûr et aujourd'hui, eh bien, on est à 18 de spread, 18 points de base d'écart entre les deux rendements. Et si on regarde un petit peu historiquement, au mois d'octobre l'année passée, donc il n'y a pas si loin en arrière, on était à 130 points de base d'écart. Quand vous voyez le graphique du 2 ans qui s'affiche sous vos yeux, on comprend pourquoi on arrive à cette problématique, parce que le 2 ans va exploser avec cette perception et cette anticipation de voir monter les taux d'intérêt du côté de la Fed aux États-Unis. Donc forcément, on a eu cette hausse du rendement du 2 ans, ce qui fait que le spread est en train de se resserrer. Et donc maintenant, si on regarde le graphique finalement du spread, eh bien on voit comment il se comporte depuis quasiment 3 ans. Et si vous voyez, il y a un petit point bas à un moment donné où il est passé en négatif, et c'était juste avant la crise du Covid, et donc c'est ce signal-là qui nous a annoncé plus ou moins cette récession qui a été plus ou moins liée au Covid. Donc on sait que historiquement parlant, ça marche super bien, même si je trouve que par moment on y prend un petit peu trop, on prend un petit peu trop à cœur, puisque comme je le disais hier, eh bien on voit que les déclenchements et la récession effective ne se fait pas toujours le lendemain matin. Et si vous regardez ce graphique historique qui s'affiche maintenant, vous voyez qu'effectivement, on a des phases entre lesquelles le moment de l'inversion de la courbe des taux et la récession, des fois, ça peut varier quand même de façon assez considérable. Donc, je veux vraiment que vous gardiez ça en tête parce que ces prochains temps, on va en parler beaucoup. Et vu comme c'est parti, j'ai quand même l'impression qu'il y a bien un moment où on va la voir, cette inversion de la courbe des taux. Et puis donc, à partir de là, vous verrez que ça va commencer à causer beaucoup. Et ça va prendre beaucoup plus de place dans les médias que le Covid, que le pétrole, que l'inflation et que potentiellement la crise russo-ukrainienne. Voilà, donc de nouveau, les marchés sont dans un monde très géopolitique. On est vraiment complètement axé sur ce qui est en train de se passer entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest, parce qu'on est en train de revenir à ça, à la guerre froide, aux années 80. Ça rappelle des souvenirs d'enfance, ça fait un moment qu'on n'y est plus, mais en tout cas, c'est vrai qu'on est en train de repartir un peu dans cette direction. Donc les gens sont très concentrés par tous ces petits détails, par tous ces chit-chats qui se font par les patrons de Fed qui donnent leurs avis sur la manière de monter les taux, mais on voit clairement qu'aujourd'hui c'est plutôt une escadrille de faucons que l'on trouve du côté de la Fed. On voit que les problématiques entre la Russie et l'Ukraine ne sont pas du tout en train de se régler pour l'instant et que ça va en tout cas prendre du temps. On voit que les Occidentaux continuent à vouloir mettre la pression sur la Russie, mais que la Russie n'est pas forcément en train de se laisser faire. Donc il y a pas mal de choses qui continuent à préoccuper le marché. Pour l'instant, on est un petit peu en phase stand-by. On a vu que la volatilité s'était quand même relativement bien calmée. On est en train de regarder par où est-ce qu'on va aller. Techniquement, on a l'impression que le sell-off d'hier pourrait se prolonger quelques jours sans dire qu'on va retourner au plus bas de la semaine dernière. Bien sûr que non. Mais pour l'instant, on a l'impression qu'on est en train de respirer, reprendre notre souffle et puis voir un petit peu dans quelle direction on va aller. Mais pour l'instant, c'est vraiment pas très clair. Et puis comme de toute façon, pour le moment, il y a très peu d'informations au niveau des sociétés, eh bien on reste un petit peu en deçà. C'est d'ailleurs assez triste parce qu'il y a une présentation avant-hier chez Nvidia et quand on lit un petit peu les comptes rendus de la présentation, c'était hyper positif sur l'avenir et sur le développement qu'est en train de prendre la société. Quasiment la totalité des analystes qui ont assisté à la présentation ont fait des commentaires dithyrambiques qui étaient très enthousiasmés par la direction que la société est en train de prendre. Et en temps normal, j'ai envie de dire que le titre aurait dû monter beaucoup plus, mais finalement depuis 2 jours il baisse depuis 24 heures parce qu'il y a tout le reste qui va autour. Mais globalement, sur faiblesse,
clairement, quand on voit ce qui a été dit sur la société, elle devrait monter. Il faudrait vraiment profiter de l'opportunité d'une exagération à la baisse pour pouvoir la reprendre. Mais pour l'instant, c'est pas le sujet. Si aujourd'hui vous êtes une société et que vous faites des super résultats et que c'est vraiment fantastique, pour le moment, tout le monde s'en fout. À moins que vous soyez à un même stock et puis que vous ayez de la spéculation qui repart, puisqu'on l'a vu encore depuis 2 jours sur GameStop. La boîte, elle a quasiment pris 60%. Donc du coup, on est en plein délire sur ce genre de situations qui sont des situations très spécifiques, mais les fondamentaux de base, pour l'instant, n'intéressent personne parce que pour l'instant, c'est géopolitique, puis un petit peu de macro avec nos histoires de taux d'intérêt. Je terminerai encore juste avec une chose, faites très attention également au Bitcoin. Le graphique du Bitcoin, ça fait quelques jours que j'en parle, on est dans ce triangle, on dirait qu'il est en train de tester les 43 000 $. S'il arrive à casser cette résistance à 43 000, attention à l'accélération, ça fait un moment qu'on est en phase de congestion, et si ça commence à accélérer à la hausse, ça peut aller très très vite. D'un point de vue purement stochastique, MACD et puis timing, j'ai un peu l'impression qui devrait, comme je le disais hier, revenir un petit peu et puis aller taper les 39 000 pour là qu'on puisse leur choper pour le prochain mouvement pour qu'il ait accumulé un peu plus d'énergie. Mais quand même, là, on est en train de titiller les 43 000. Il ne faudrait pas qu'il fasse une mauvaise surprise puis qu'on rate le décollage de la fusée, puisque s'il casse les 43, la porte, elle est ouverte à toutes les fenêtres en direction de 48 000 au minimum, à mon sens. Donc du coup, méfiance sur le Bitcoin, à surveiller, à garder vraiment sur les écrans radars. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous raconter ce matin. Donc en gros, vous avez compris, hein, les axes sont toujours plus ou moins les mêmes. J'aimerais bien pouvoir parler d'autre chose, mais c'est très compliqué. Donc d'ici là, n'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne Swissquote Suisse. D'ailleurs, je voulais prendre l'occasion d'aujourd'hui pour vous remercier d'être là, toujours aussi nombreux, toujours plus nombreux. Le nombre d'abonnés ne cesse d'augmenter, on augmente toujours quasiment 1000 personnes de plus tous les mois. Merci de votre confiance. Je dois vous dire que je suis hyper content d'être là tous les matins, même si des fois j'aimerais bien dormir 3 heures de plus, mais c'est un vrai bonheur de pouvoir répéter encore et encore ces vidéos avec vous tous les matins. Donc merci d'être là, parce que sans vous, ça ne ferait pas de sens. Passez une excellente journée. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de la partager un peu partout. Et puis nous, on se retrouve demain à la même heure et au même endroit. Bye bye.